Bonjour et bienvenue sur OETV à l'émission 1BPH JT. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir de la comète. Actuellement, la comète est une friche en plein cœur de Châlons. À l'origine, il y avait sur ce site la maison de champagne Jackson, rachetée en 1982 pour devenir une brasserie. Au XXe siècle, la comète est devenue une des principales brasseries du nord-est de la France. Le site de Châlons ferme en 1987, mais très vite, les caves sont utilisées par Laurent Perrier de Tours-sur-Marne pour stocker son champagne. Messieurs, bonjour. Bonjour. Monsieur Doucet, vous êtes élu à la municipalité de Châlons-Champagne et vous assurez comme fonction premier adjoint au maire. Monsieur Gangloff, vous êtes un ancien cadre de la brasserie La Comète. Vous aviez travaillé durant de nombreuses années et vous étiez là lors de la fermeture. C'est exact. Donc aujourd'hui avec vous, nous allons aborder comme sujet l'avenir de la comète. Quel est votre sentiment par rapport à ce thème? Monsieur Gangloff, si vous voulez Bien, commencer. c'est évidemment un grand souvenir de voir ce thème revenir après plus de 20 ans d'absence, puisque la brasserie ayant été fermée en 86, fin 86, il y a beaucoup de souvenirs qui se rattachent à ce thème. Et vous, monsieur Doucet? Oui, je pense que c'est un thème qui intéressera largement les Châlonnais, car la comète est un pan de l'histoire industrielle de Châlons. Pour la municipalité, c'est aussi l'une des principales friches de la ville, donc c'est pour nous un site en devenir et porteur de projets. Très bien. Donc nous allons maintenant donner la parole à nos journalistes Charlotte et Jonathan pour une interview de Madame Yvonnet. Bonjour Brian, nous sommes ici en direct avec Madame Yvonnet. Bonjour madame. Bonjour. Nous sommes ici pour partager votre vécu. Et pour ceci, quel est votre lien avec la comète? Eh bien, j'ai vécu à la Comète lorsque mon père a été nommé chef de cave. Et la Comète logeait une partie de ses chefs. Donc, nous avons été logés gratuitement. La Comète a eu la gentillesse de nous loger gratuitement. Et c'est là que j'ai découvert la Comète. D'accord. Combien de temps avez-vous vécu à la Comète? Eh bien, je suis arrivée aussitôt la guerre à 10 ans et jusqu'à mon mariage, jusqu'à 20 ans. Autrement dit, une dizaine d'années. Quel était votre lien avec... quel était le rôle de vos parents au sein de la comète? Pardon. Mon père, comme je vous l'ai dit, était chef de cave. Il a commencé comme ouvrier. Mais la Comète, à ce moment-là, avait la gentillesse de loger une partie de ses cadres. Et lorsque mon père a été nommé chef de cave, nous avons été logés gratuitement, chauffés, éclairés. Enfin, c'était quelque chose de très agréable. Dans quelles conditions viviez-vous au logement de la Comète? Dans des conditions très agréables, parce qu'un appartement très, comment dirais-je, très grand, moderne, par rapport à ce que j'avais connu. Moi, à ce moment-là, une salle de bain, c'était du luxe. Il y avait le chauffage central, donc c'était un petit paradis. Voilà, c'était très agréable. Quelle était l'ambiance? L'ambiance était formidable parce que je ne me suis pas du tout sentie perdue. Tout le monde était sympathique. Les ouvriers nous ont accueillis vraiment comme si on arrivait... Ils sont venus vers nous et m'ont accueilli, moi, parce que j'étais une petite fille de 10 ans, un petit peu curieuse. Et c'était vraiment, je vous dis, très, très agréable, sympathique. Comment avez-vous vécu la fermeture du site? La fermeture, moi, je ne l'ai pas connue particulièrement parce que mon père n'était pas encore à la retraite, donc c'est lui qui m'en a parlé. Moi, j'ai été déçue parce que j'ai vu que mon père était très affecté par cette fermeture qui était tellement imprévisible. La Comète, c'était quelque chose de renommée mondiale et c'était très dur, et surtout pour mon père. Avez-vous des souvenirs marquants de la comète? Ah oui, j'ai des souvenirs lorsque j'étais petite et que j'ai découvert tous les services de la Comète. C'était des services, il y avait la malterie, il y avait la tonnellerie, il y avait les caves, il y avait un tas de services que j'ai visités, que j'ai découverts. C'était une vraie ruche parce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers, c'était très très intéressant.
Et moi qui étais pourtant petite, c'était vraiment... je découvrais plein de choses et je voyais comment se fabriquait cette bière tant renommée. Aujourd'hui, que ressentez-vous quand vous passez devant? Je ressens beaucoup d'émotions. Déjà pour cette grande usine muette, entre guillemets, et la maison où j'ai demeuré quand même plus de 10 ans. Et cette maison s'effondre parce qu'on ne s'en occupe pas, et ça je le regrette beaucoup, que tout soit abandonné. Donc c'est très, très émouvant pour moi. Quel avenir voyez-vous pour le site? Écoutez, là, c'est une question un petit peu difficile à répondre, à laquelle je peux répondre, parce que on ne sait pas justement comment on pourra ou rénover ou faire quelque chose. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse revisiter la comète, qu'on puisse découvrir tous ses services, même pour les écoliers, même faire des visites guidées, ce serait quelque chose pour moi, à mon avis, formidable. Merci madame. Merci. Mais je vous en À vous prie. les studios. Donc merci à Madame Yvonnet, Charlotte Castro et Jonathan Mellet pour cette interview. Donc Monsieur Gangloff, quelles sont vos réactions par rapport à ce reportage que vous venez de voir? Eh bien, je ne connais pas Madame Yvonnet, mais d'après les détails qu'elle a donnés, je pense la situer. En effet, la brasserie avait un certain nombre de logements dans lesquels les cadres et les agents de maîtrise, certains agents de maîtrise étaient logés. Ce témoignage est intéressant parce que elle parle de sa jeunesse à la brasserie. Je ne l'ai pas connue parce que, d'après ce que j'ai compris, elle a dû quitter ce logement à la fin des années 50, et moi je suis arrivé à la brasserie en 1959. Mais c'est assez émouvant, et en effet je pense que c'est le sentiment que beaucoup de personnes dans Châlons ont éprouvé, non seulement les anciens salariés de la brasserie, mais également leurs familles, parce que je rappelle que au moment où nous étions parmi les plus importantes, non pas seulement du Nord-Est, mais de France, nous avions près de 350 salariés permanents, mais qu'en été, nous embauchions une centaine de jeunes ou d'adultes qui cherchaient du travail. Mais il y a dans de nombreuses familles de Châlons, il y a eu des jeunes qui, pendant les vacances scolaires, venaient travailler à la brasserie. Donc je pense que c'est un peu le sentiment général. Très bien. Et vous, monsieur Doucet? À la différence de M. Gangloff, je n'ai pas de souvenir personnel concernant la comète, mais je pense que ce témoignage très, très attachant souligne d'abord le rôle économique et social que la comète a joué dans cette ville, et puis souligne aussi la place que la comète tient dans la mémoire collective chalonnaise. Je suis sûr que, comme Mme Yvonnet, de nombreux Chalonnais ont des liens personnels avec la comète. Et merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant donner la parole à nos journalistes Ludivine et Florian pour l'interview de M. Sepki. Bonjour Yoann, nous sommes en direct ici avec M. Sepki. Bonjour M. Sepki. Bonjour. Dans quel quartier habitiez-vous à l'époque de la comète? Alors, le quartier Mont-Saint-Michel, qui est un des quartiers situés sur la zone rive gauche de Châlons-Champagne. Et voilà, je dis important, il culmine à 140 mètres d'altitude. Et ça, c'est très important, je tiens à préciser, parce que c'est prendre de la hauteur. C'est important de prendre de la hauteur. Y a-t-il des gens de votre famille ou de votre entourage qui ont travaillé à la comète? Des gens de mon entourage, c'est une certitude. De ma famille, non. De mon entourage, énormément. Beaucoup de gens considéraient la comète comme étant l'artère principale de l'activité liée au monde industriel de Châlons. Et puis, toute la rue, l'avenue de Paris, était un vrai lieu de vie, un vrai lieu de rencontre, de lieu de circulation, etc. Donc, la disparition de la comète, je pense qu'on sera amené à en parler, a provoqué de grands dégâts
à la fois sur l'activité économique du territoire rive gauche, mais aussi sur les relations humaines entre les différentes communautés qui composent ces quartiers. Étiez-vous au courant des activités à la Comète? Oui, assez pour avoir participé en tant qu'enfant déjà à des visites, puisque c'était quand même le fleuron de Châlons. L'image de la Comète s'expatriait un peu partout à travers au niveau du territoire national, mais aussi au-delà. C'était quand même une entreprise qui était reconnue nationalement, voire internationalement. Donc il y avait régulièrement des visites qui étaient organisées par, à l'époque, à l'école, on allait visiter la Comète. Voilà, c'était la sortie éducative. On nous apprenait déjà à savoir ce que ça voulait dire boire une bière. À votre avis, faut-il sauver la Comète? Oui, il faut vraiment sauvegarder ce patrimoine. C'est un vrai patrimoine industriel et ouvrier de Châlons. Et si on ne sauvegarde pas ce territoire-là, qui aujourd'hui est quand même laissé pour grande partie à l'abandon, ça ne serait pas faire honneur à nos anciens. Donc je pense qu'aujourd'hui, de le réhabiliter, lui redonner une nouvelle fonction, peut-être une fonction culturelle, une fonction de mémoire, une fonction de musée, une fonction afin de revitaliser en plus en partie les quartiers rive gauche qui souffrent d'une crise d'identité depuis le départ de la Comète, puisque le départ de la Comète a engendré aussi tout le départ tout un ensemble d'acteurs économiques du territoire. Et derrière, en fait, tout le secteur rive gauche s'est complètement écroulé. Mais complètement écroulé. Complètement. Quelles ont été les conséquences au niveau du quartier de la fermeture de la Comète? Ce que je disais à l'instant, c'est un quartier qui souffre aujourd'hui d'une non-activité économique, hormis l'activité commerciale, comme dans toute ville. Maintenant, les zones d'activité commerciale, ce qui s'appelle plus communément les ZAC, ont poussé partout en France, mais en périphérie des villes. Mais ce qui faisait l'activité même d'un quartier, c'est-à-dire l'activité économique, qui donnait aux gens envie, après le travail, de se retrouver dans le bar qui était dans la rue, puisque quand même sur Rive-Gauche, il y avait tout un ensemble de lieux de convivialité. On ne va pas les appeler des bars, parce que c'est quand même plus sympa de dire que c'est un lieu de convivialité. Avant tout, c'est des lieux de rencontre, des lieux de discussion, des lieux qui sont des lieux de rapport social, où on peut rentrer en communication avec d'autres personnes, rencontrer d'autres personnes, faire part de ses idées, etc. Donc des lieux d'échange, d'idées, de débat. Et derrière, en fait, on a vu tous ces lieux identifiés comme étant des lieux de rapport social disparaître un à un. Donc aujourd'hui, les quartiers rive gauche, c'est uniquement une cité dortoir, voilà, sans aucune vie. Pensez-vous que les bâtiments pourraient servir à quelque chose pour la ville ou dans votre domaine? Là, c'est tendre la perche que les projets ne manquent pas dans le milieu professionnel dans lequel j'évolue. Moi, je travaille dans le milieu culturel, et donc il est clair que la mise en rapport entre un projet à caractère culturel et l'identité même d'un patrimoine industriel, il y a derrière tout ça une vraie envie d'écrire des choses, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont liées plus à un travail de mémoire, mais un travail aussi d'entretenir cette mémoire pour les générations futures, parce qu'il ne faut pas laisser les choses s'envoler. Elles ont été construites par des hommes et des femmes qui se sont battus pour qu'elles existent. D'ailleurs, à côté de la Comète, il y avait quand même un esprit qui était lié à ce qu'on appelle le familistère. C'est vocation à être à la fois un lieu d'activité professionnelle, mais aussi un lieu où les gens pouvaient s'y retrouver en termes de loisirs, en termes d'éducation, en termes d'évolution personnelle, en termes de rencontres. Enfin voilà, donc des lieux qui avaient cette vocation pluridisciplinaire d'accompagner la vie de tout un chacun. Et moi, je crois que les mémoires industrielles aujourd'hui sont des vraies activités culturelles de demain. Voilà, parce que l'activité industrielle, elle s'est comme un peu partout en France, elle s'est expatriée vers des pays où la main-d'œuvre est moins chère, où le coût de rendement est moins cher, mais enfin on voit bien ce que ça a pu donner aujourd'hui. Une sorte de nuage, un grand nuage de fumée qui survole la France. Mais il survole, paraît-il. Il ne s'arrêtera pas aux frontières. Merci beaucoup, monsieur Sepki. Je vous en prie. À vous les studios. Merci à monsieur Sepki et à nos journalistes Ludivine Royer et Florian Jacquet.
Quelles sont vos réactions par rapport à ce reportage, monsieur Doucet? Alors c'est un reportage très riche parce que Hakim Sepki dit beaucoup de choses. Il souligne à juste titre l'effet, je dirais, déstructurant sur la rive gauche de la ville de la fermeture de la brasserie de la Comète. C'est vrai qu'il y a certainement eu rupture du lien social, en même temps qu'un impact économique négatif important. On voit aussi qu'il y a beaucoup de nostalgie de sa part. Je suis un peu plus surpris par ce qu'il dit de l'état de la rive gauche à l'heure actuelle, mais c'est significatif de la mauvaise image de ce quartier. Mauvaise image qui est parfois accentuée à l'excès, car il oublie par exemple que juste à côté de l'ancien site de la Comète, il y a une pépinière d'entreprise, le centre d'activité Jackson, qui a déjà permis la création de 180 emplois, ce qui n'est pas négligeable. Il oublie aussi que juste en face, il y a le lycée Talon, qui est un très bel établissement et qui souligne l'importance des investissements publics réalisés sur ce quartier, qui pour nous est un quartier qui a beaucoup d'avenir. C'est intéressant aussi de voir tout ce qu'on peut imaginer quant à la transformation de la Comète, en faire un lieu culturel, un lieu d'activité. Alors c'est très généreux, c'est peut-être un peu utopique, car dans la réalité, le site est beaucoup plus complexe, mais nous aurons l'occasion d'en reparler, et il est sans doute assez difficile de s'engager vers une transformation de ce type, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas imaginer des projets valorisants. Très bien. Monsieur Gongloff, avez-vous quelque chose à rajouter? Je souscris à ce que vient de dire Monsieur Doucet. J'ai été un peu, comment dirais-je, peiné, hein, puisque tous ces souvenirs de la rive gauche, je les ai partagés. J'ai trouvé que c'était vraiment une vue un peu pessimiste. Parce que, bien sûr, il ne prend pas en compte toutes les contraintes qui sont liées à l'exploitation de ce patrimoine et de cette friche. Très bien. Donc, Monsieur Gangloff, nous aurions voulu savoir quels étaient vos souvenirs liés à la Comète. Oh là là, vaste programme. Je pourrais vous en parler pendant peut-être quelques heures, mais je vous ai dit que je suis arrivé à la brasserie en 1959 et que je l'ai quitté donc en 1986. Et j'ai été très agréablement surpris venant d'une brasserie alsacienne où j'ai travaillé 2 ans. J'ai été très agréablement surpris à mon arrivée par l'ambiance qui régnait dans cette brasserie. On ne disait pas le mot usine, c'était un mot qui était banni parce que les brasseurs ont une haute idée de leur profession. Et je suis arrivé donc dans une grosse unité qui était à l'époque la 3e de France. Et il y avait donc, je l'ai dit tout à l'heure, 350 ouvriers en permanence. C'était quelque chose d'un très important dans le milieu brassicole déjà, et pour la ville de Châlons, bien entendu. J'y ai vécu donc des événements importants, personnellement pour la conduite de ma carrière, mais plus généralement dans le déroulement de ces années. J'ai encore en mémoire l'arrivée des Harkis en 1964, où nous avons pris en début de saison une trentaine de ces hommes qui venaient des camps de regroupement du Midi, qui étaient très désemparés, qui venaient avec leurs familles, qui avaient des enfants qui étaient nés en Algérie, d'autres qui étaient déjà nés en France, et qui étaient des familles qui étaient assez perturbées. Et je pense que grâce à l'ambiance qui régnait dans l'entreprise, ils se sont assez facilement intégrés. Ensuite, bien sûr, il y a 1968. Nous avons vécu des moments difficiles. Et puis,
il y a eu la première restructuration en 1979 où l'Union de brasserie qui avait été dont la Comète avait été rachetée dans les années 72, quand l'Union de brasserie a décidé de restreindre l'activité. Et ça n'a été malheureusement qu'un début du non-investissement à Châlons qui en a provoqué donc la fermeture en 1986. Comment avez-vous vécu la fermeture de la brasserie Difficilement. Dans les années 80? Difficilement parce que nous avions en 1986 encore 170 salariés et en tant que responsable du personnel des ressources humaines, j'ai animé une antenne emploi pour essayer de reclasser le maximum de salariés. Il ne faut pas oublier que du jour au lendemain, vis-à-vis de Châlons, les ouvriers étant bien payés dans la mesure de l'activité, avaient pour beaucoup fait une accession à la propriété. Du jour au lendemain, à Châlons, il s'est retrouvé une soixantaine de pavillons à vendre. Vous voyez l'ambiance qui a pu régner de part et d'autre de la ville. Et puis, bon, il y a les souvenirs personnels qui sont toujours difficiles à évaluer. Donc, Monsieur Doucet, imaginez-vous qu'un jour, l'ensemble du site soit rasé pour construire quelque chose de moderne ou revalorisant pour la ville, comme le lycée Jean Talon, par exemple? Clairement, non. Je n'imagine pas que l'ensemble du site puisse être rasé pour plusieurs raisons. D'abord, il y a sur ce site des bâtiments qui ont un intérêt patrimonial et qu'il faut absolument conserver, ne serait-ce que le dôme, l'ancienne distillation. Et puis ce site est un site complexe. Il y a les bâtiments industriels, certes, mais il y a également des espaces verts très importants qui sont situés sur la limite, sur le bord du coteau crayeux sous lequel se trouvent les caves des différentes maisons de champagne passées et actuelles. Et nous pensons qu'il convient de conserver et de mettre en valeur ces espaces verts et de les rendre accessibles au public, ce qui exclut, à mon sens, une reconversion globale du site, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le transformer. Très bien. Donc on voit cette friche se démolir au fur et à mesure, et la municipalité peut-elle donc obliger son propriétaire à l'entretenir? Alors une municipalité ne peut intervenir vis-à-vis d'un propriétaire privé que si l'état de ces bâtiments présente un péril. Par exemple, si un bâtiment risque de s'écrouler sur une voie publique et présente un danger pour les habitants riverains. Ici, ce n'est pas le cas. En l'état actuel des choses, certes, les bâtiments se dégradent, mais ils sont en retrait des voies publiques. Il n'y a donc pas de danger qui permettrait à la municipalité d'intervenir au titre de la protection de la sécurité des citoyens. Nous ne pourrions intervenir que si nous avions un projet public sur ce site, si nous obtenions au terme d'une procédure très longue et très complexe ce que l'on appelle une déclaration d'utilité publique qui permet éventuellement, mais c'est difficile, d'exproprier un propriétaire privé parce qu'on a un projet précis de reconstruction d'un site. En l'état actuel des choses, nous ne sommes pas du tout dans cette perspective-là. Donc les bâtiments doivent évidemment être entretenus par leur propriétaire actuel, c'est-à-dire la maison Laurent-Perrier, mais il n'y a pas de possibilité d'intervention directe de la mairie. Très bien. Donc qui peut faire quelque chose en fait pour ce site aujourd'hui ? Au niveau de la mairie, du département, peut-être même la région? Alors il faut déjà souligner et rappeler que ce site est une propriété privée. Donc à l'heure actuelle, qui peut faire quelque chose? Bien entendu le propriétaire. Au cours des 2 dernières décennies, la maison Laurent-Perrier a eu à plusieurs reprises des projets sur ce site. Projets d'aménagement touristique avec création par exemple dans
le bâtiment qui est l'ancienne brasserie, d'une salle d'accueil, voire d'un restaurant panoramique. Ces projets n'ont pas abouti, sans doute en raison de leur coût et des aléas économiques. Il y a des périodes très fastes pour le champagne, il y en a qui le sont moins. Malheureusement, nous sommes sans doute à l'heure actuelle dans une de ces phases qui ne sont pas extrêmement favorables. Néanmoins, je crois que la maison Laurent-Perrier réfléchit à l'heure actuelle à une possibilité de valorisation du site, en liaison d'ailleurs avec le dossier que l'association constituée à cet effet est en train de réaliser pour proposer un classement au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO des paysages de Champagne. Or, l'ensemble de ce site peut être concerné par ce classement. D'accord. Et si ce site serait concerné par ce classement, il y aurait quelque chose pour le sauver ou même... Ça pourrait faciliter la mise en valeur touristique du site à l'initiative de son propriétaire. Mais il y a une autre démarche en cours qui est importante pour le site, c'est la mise en place, vous me pardonnerez parce que le sigle est vraiment barbare, la mise en place d'une ZPPAUP, c'est-à-dire d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Et le conseil municipal de Châlons doit adopter ce projet de ZPPAUP en mai prochain. Dans le cadre de ce projet, le dôme notamment sera protégé puisqu'il sera classé comme un bâtiment d'intérêt patrimonial majeur qui ne peut donc en aucun cas être détruit. De la même manière, le bâtiment que l'on appelle la malterie, qui présente un intérêt parce qu'il est un témoignage de l'architecture industrielle de la fin du XIXe siècle, ce bâtiment pourra être transformé mais ne pourra pas non plus être rasé. Donc, on imagine que le dôme et donc cette tour qui sont le symbole en fait aujourd'hui de la comète seront sauvés un jour. Je pense qu'il faut effectivement prendre des dispositions pour sauver le dôme, car je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le dôme est un point remarquable. Il est exactement dans la perspective de l'hôtel de ville de Châlons-en-Champagne. Si vous vous mettez dans le grand salon de l'hôtel de ville et si vous regardez dans l'axe de la rue de Marne, vous voyez juste en face le dôme, qui est un point culminant. Malheureusement, à l'heure actuelle, vous voyez un dôme en ruine. Mais ce dôme peut encore être restauré. Nous avons d'ailleurs, dans notre dialogue avec la maison Laurent-Perrier, envisagé un rachat du dôme et de son emprise foncière par la collectivité. Nous allons réaliser d'ailleurs une nouvelle voie qui passera à proximité du dôme et de l'ancienne tour de guet, également à conserver, qui se trouve à côté, que l'on appelle la Folie, ce qui permettrait de mieux montrer aux visiteurs ces deux éléments qui à l'heure actuelle sont quasi inaccessibles. Et nous verrions bien un projet de restauration du dôme, lequel dôme pourrait abriter peut-être un petit musée consacré au passé industriel de la rive gauche. Très bien. Monsieur Mangloff, donc pensez-vous que les habitants de la rive gauche, donc en général, savent ce qu'était la comète? Bien sûr. Il y a les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas le terme du titre de la brasserie. Mais à Châlons, en général, et sur la rive gauche, beaucoup de monde connaît la comète. Je fais référence à l'interview du micro-trottoir qui avait eu lieu il y a 2 ans et où, à part, je crois, une personne qui ne connaissait pas le terme, tout le monde était au courant, d'une part, de la brasserie et puis de la raison pour laquelle le théâtre de Châlons, qui s'appelait dans le temps le Muselet, est devenu la Comète. Monsieur Doucet, pourquoi ne peut-on pas visiter les bâtiments en fait lors des journées du patrimoine à Châlons? Alors très simplement parce que le propriétaire est un propriétaire privé qui tient pour des raisons de sécurité, de confidentialité, à ce que son site ne soit pas ouvert à la visite.
Effectivement, on pourrait imaginer que dans le cadre des Journées du patrimoine, il y ait exceptionnellement des visites du site. Je n'écarte pas d'ailleurs l'idée que notre animateur du patrimoine sollicite le propriétaire à cette fin, mais nous serons toujours dépendants de la réponse du propriétaire. Alors, selon vous, donc, comment on peut faire pour faire connaître l'histoire de la comète aux habitants? Alors, il y a déjà eu quelques réalisations intéressantes. Par exemple, un ouvrage qui est paru sous le titre Mémoire de ville, avec un certain nombre de témoignages d'habitants de la rive gauche, évoque le passé de la rive gauche, et notamment, évidemment, l'attachement des habitants à la comète. Le travail que vous réalisez vous-même avec cette émission est un témoignage intéressant. M. Gangloff vient de rappeler que notre scène nationale a repris le nom de la comète. C'est aussi une façon de faire vivre le souvenir dans le Châlons d'aujourd'hui. Et vous, M. Gangloff, comment vous pensez qu'on pourrait faire transmettre cette histoire à d'autres générations, par exemple? Je pense que ce que dit M. Doucet est donc important. Il est évidemment difficile étant donné que les générations vont passer, de pérenniser ces souvenirs, mais je pense que il est indispensable pour une ville comme Châlons, et qui a une partie importante de son territoire rive gauche, de continuer à pérenniser ces souvenirs. À transmettre le savoir. Oui. Et est-ce qu'il existe une compilation de témoignages concernant la comète, quelque chose Alors, il y a eu, lorsque nous avons fêté le centenaire de la création de la brasserie en 1982, il y a eu une exposition et une recherche par, du reste, un bon nombre de salariés de la brasserie qui a abouti à donc cette exposition et à un petit fascicule qui existait, mais qui est resté interne à la brasserie. Je pense qu'il faudrait rechercher les personnes qui l'ont élaboré et peut-être éventuellement reprendre tout ce qui a été dit pour le publier. Monsieur Doucet, donc quels sont les projets de la mairie, donc pour la rive gauche, mais aussi peut-être pour l'ancienne brasserie à Comète? Alors nous avons un projet urbain d'ensemble pour la rive gauche qui vise à revaloriser ce quartier, à le désenclaver et à y réaliser des conditions de vie beaucoup plus favorables pour l'ensemble de ses habitants. Alors c'est par exemple une opération de renouvellement urbain qui concerne les quartiers de la Bidée et d'Orléans, qui va se traduire par la déconstruction d'un certain nombre de logements et la construction de nouveaux logements avec une population plus diversifiée, plus de mixité sociale, avec l'implantation d'une médiathèque de quartier, d'un nouveau local d'animation. C'est aussi le développement de l'action culturelle autour de l'entresort auquel collabore Hakim Sebki, que nous avons vu tout à l'heure dans votre reportage. C'est aussi la restructuration du quartier de la Gare, de façon à ce que nous ayons un quartier de la Gare digne d'une ville TGV, avec un ensemble de nouveaux immeubles abritant des activités tertiaires et des commerces en face du parvis de la Gare. C'est aussi le développement de nouvelles activités économiques, par exemple l'implantation d'activités logistiques dans le secteur de la gare de triage. C'est aussi l'implantation de nouveaux quartiers d'habitat. Et j'en arrive ainsi au secteur qui intéresse les anciens bâtiments de la Comète. Dans notre plan d'urbanisme, ce secteur pourrait en partie être consacré à une zone naturelle, de façon à mettre en valeur
les espaces verts boisés qui dominent les maisons de champagne, Joseph Perrier comme Laurent Perrier sur l'ancien site de la Comète. Il y a là des belvédères remarquables qui pourraient être des points de vue intéressants touristiques sur la ville. Il faudrait les rendre accessibles au public. Donc nous imaginons en fait une reconversion d'ensemble de ce site avec une partie conservée en espace vert ouvert au public, une partie qui pourrait accueillir de nouvelles formes d'habitat, et puis une partie des bâtiments anciens conservés à restructurer et à mettre en valeur, comme le dôme, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourrait être un lieu de mémoire. Très bien. Rapidement pour conclure, Monsieur Gangloff, que pensez-vous de l'avenir de la Comète ? Eh bien, l'avenir dépend en grande partie de ce que pourra faire la municipalité et également de ce que continuera à faire ou pourra faire le propriétaire actuel. Laurent Perrier travaille donc dans les anciens bâtiments, dans une partie des anciens bâtiments. Il y a les caves qui sont au niveau de la nationale. Il y a également sur le haut de la colline les caves de fermentation qu'il utilise lors des vendanges. Il y a un certain nombre de bâtiments qui existent encore, d'autres ont été supprimés, mais en ce qui concerne la brasserie proprement dit, il n'y a pas... L'avenir dépend donc du propriétaire. Mais c'est tout l'environnement dont a parlé M. Doucet qui pourra être aménagé. Je rappelle quand même que la brasserie était partagée en deux parties à peu près égales en superficie, environ 6 hectares de part et d'autre de la route de l'avenue de Paris, qu'il y a là où s'est implanté le lycée Jean Talon, c'était tout ce qui était stockage de vide et de plein et la mise en fût. Et donc il y a eu déjà un mouvement important. Maintenant, évidemment, toute la partie fabrication qui a été rachetée par la maison de champagne Laurent Perrier dépend en partie de ce qu'ils veulent en faire. On pourrait imaginer, c'est peut-être un rêve, mais on peut rêver de temps en temps, on pourrait imaginer qu'on réimplante ici quelques hectares de vignes, puisque autrefois il y avait des vignes à cet endroit. Donc je pense très clairement que l'avenir du site ne passe pas par la bière et par une résurrection de la brasserie de la Comète, c'est certain. Par contre, il pourrait passer par une mise en valeur du champagne avec une implantation symbolique d'1 ou 2 hectares de vignes et l'aménagement d'un site d'accueil à vocation touristique par Laurent Perrier. Alors, si ce projet pouvait un jour naître, ce serait très bien. Eh bien, nous espérons que tous ces projets aboutiront. Aboutir un jour. Ce serait très bien. Donc, nous allons maintenant retrouver notre chroniqueur Pascal pour une météo du patrimoine industriel en Champagne-Ardenne. Bonjour. Le temps est mitigé sur notre région. Certains sites du patrimoine industriel local bénéficient d'un grand soleil, alors que pour d'autres, le temps se dégrade. Dans les Ardennes, des éclaircies sur le site de la Massarienne à Charleville-Mézières. La destruction est exclue, le temps se dégage et des travaux sont annoncés. À Reims, grand soleil sur la maison Pommery, toujours en activité. Le site est particulièrement bien conservé et entretenu. À Troyes, dans l'Aube, des risques de brouillard, l'ensemble est très riche en patrimoine et la bonneterie n'est pas encore sauvée. Et enfin, en Haute-Marne, des orages sont annoncés sur les forges et la métallurgie. Chers téléspectateurs, je vous incite à visiter les sites du patrimoine industriel de notre région pour que la météo soit encore meilleure. Donc merci à notre chroniqueur Pascal Vasseur pour cette éclaircie sur le temps mitigé au niveau industriel en Champagne-Ardenne. Merci d'avoir été avec nous pour ce journal. Nous remercions également M. Doucet et M. Gangloff
pour leur disponibilité et leur témoignage, l'équipe technique et les intervenants. Merci et à bientôt sur OETV. Thank you.